Challenge en 10 minutes de vous présenter ça, mais on va essayer de faire ça correctement. On laisse les autres participants se présenter? Oui. Voilà, Marie-Paul. Voilà, je suis chef d'atelier dans une école technique et depuis une année, je suis détachée pédagogique auprès d'un dispositif qui s'appelle Génération Entreprenante. Et j'accompagne notamment des appels à projets où le dénominateur commun, eh bien, c'est le jeune qui est acteur de son projet. Et moi, c'est Pascal Crustin. Moi, en fait, je suis un peu atypique dans le sens où je suis formatrice d'enseignants, de direction, mais aussi dans le centre PMS. Et par ailleurs, je suis coach aussi certifiée, donc je reçois en consultation des personnes en transition de vie, que ce soit en coaching scolaire ou des adultes. Merci. Merci Pascal. Jonathan? Oui, bonjour, Jonathan, coordinateur et enseignant à l'Institut Jean Jaurès de Charleroi. Et je suis notamment coordinateur pour tout ce qui concerne le développement durable via la labellisation École durable de Corrèze. Merci Jonathan. Et alors LFE4, je ne sais pas qui tu es. Si tu sais mettre ton micro et alors ta caméra, c'est encore mieux. Bon, apparemment LFE4 n'est pas présent. Juste avant de vous redonner la parole, la première partie, donc vraiment la présentation sera filmée et après ça, j'enverrai un petit message pour que le débat se passe vraiment juste entre nous. Mais comme ça, la présentation peut être partagée à un maximum d'enseignants. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'instant, donc je vous laisse la parole. Est-ce que tu partages ton écran ou tu veux que je partage le mien? Je démarre, c'est ça? Oui, vas-y. Je vais partager l'écran. Je vais essayer et vous me dites si ça marche. Super. On voit super bien. Super. Là, c'est bien? Voilà. Vous m'entendez? Moi, je vous entends plus. Parfait. Ah oui. On t'entend très bien. Parfait. Donc voilà, on s'est dit que c'était important quand même, puisqu'on est une école très particulière, de vous présenter rapidement la réalité de notre école. Je vais le faire de manière très ex-cathedra pour rester dans le timing. Donc, pour parler d'accrochage, on s'est dit qu'on allait se centrer sur deux offres, sur deux sites. Mais l'école Escale, c'est une école spécialisée de type 5. Alors, l'école à l'hôpital existe en Belgique depuis 1951, avec une classe à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Et il est repris depuis 1970 dans l'enseignement dit spécialisé sous le type 5. Alors, le type 5, c'est l'école qui répond aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents malades ou convalescents, et donc destinée aux élèves qui sont atteints d'une affection corporelle et ou mentale et qui sont pris en charge par une clinique ou une institution médico-sociale. Il est toujours organisé en collaboration avec les écoles ordinaires dans lesquelles l'élève reste inscrit. Ça, c'est important à dire. Alors, l'école Escale, elle fut créée en 1989 au sein du centre neurologique William Lennox. À l'heure actuelle, il existe 54 écoles d'enseignement de type 5 en Belgique et elle ne couvre malheureusement pas l'ensemble des institutions de soins pédiatriques. Donc, il y a encore beaucoup d'enfants qui sont privés le temps de leur convalescence de l'accès à l'école ou à l'enseignement. Ce que vous voyez devant vous, c'est l'organigramme de l'école Escale. Vous voyez que son offre s'est terriblement développée en 30 ans d'existence. Et maintenant, nous sommes sur 21 sites hospitaliers avec 24 offres pédagogiques particulières. On répond aux besoins de 500 enfants en coprésence, mais on a plus ou moins
2000 enfants qui passent par l'hôpital et qui rencontrent nos enseignants sur une année scolaire. Alors, chaque site a développé un dispositif pédagogique adapté à la spécificité de son public. Et aujourd'hui, ce qui est bien particulier, c'est qu'un tiers de nos jeunes hospitalisés le sont pour des problèmes d'ordre psychiatrique ou psychologique. Donc, on a affaire à des jeunes qui sont hospitalisés pour troubles alimentaires, asyétude, phobie scolaire, dépression, bouffées délirantes. Ça, c'est un tiers de nos jeunes hospitalisés, ce qui n'était pas au départ la réalité. Alors, ça s'explique de deux manières. Certainement l'augmentation des jeunes qui sont fragilisés sur le plan psychique, mais aussi par la posture particulière, la posture pédagogique au sein de l'école Escale, et la raison pour laquelle on fait appel à l'école Escale dans l'organisation de nouveaux projets d'accueil pour ces jeunes. Alors, c'est quoi cette posture? Je vous en dis un mot rapide. Il y a vraiment le souci d'accueillir le jeune là où il en est. Et ça nécessite de soutenir vraiment des espaces de parole, de multiplier les liens et permettre une vraie rencontre entre un professeur et un élève où chacun s'engage à s'écouter, à parler. Il y a souvent un temps alors de renversement des priorités entre le travail des matières scolaires et le soin qui va être accordé à la relation qui permet une réouverture ou une ouverture vers les savoirs. On veille à accueillir le jeune comme un élève à part entière et dans sa globalité avec ses besoins scolaires, mais aussi ses souffrances, ses symptômes, ce qu'il montre, ce qui est caché. Et nous visons à garantir une continuité pédagogique qui permettra alors de faciliter le retour à l'école. Notre travail consiste parfois aussi à permettre aux élèves en arrêt scolaire de voir leurs difficultés non pas comme un problème, mais comme une ressource, et donc de ne pas tout de suite adopter une position correctrice par rapport à ces difficultés, mais de les permettre de cheminer, d'inventer un nouveau rapport au savoir et au monde. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver, une volonté sur chacun des sites, malgré une offre pédagogique différente au sein de chaque site. Alors, l'entrelien et l'entre-deux, on a pensé que ce serait bien de partir de ces deux sites qui sont vraiment un peu atypiques dans l'enseignement de type 5, puisqu'ils ne sont pas adossés à une institution hospitalière. Alors, ça suppose que les jeunes arrivent de tout horizon et que nos coordinateurs pédagogiques soient obligés de déployer beaucoup d'énergie dans le partenariat qu'ils vont construire avec de multiples acteurs du champ de la santé. Donc, on a plus ou moins sur chaque site 12 référents pédopsychiatres, médecins généralistes, psychothérapeutes, en fonction des jeunes et d'où ils nous viennent. L'entrelien existe depuis 2003. Il accueille des jeunes entre 13 et 20 ans en situation de rupture avec l'école. Ces jeunes fragilisés psychologiquement sont empêchés de fréquenter l'école. Et le projet de l'entrelien est fondé sur les principes de la pédagogie institutionnelle et la pédagogie du projet. On y vise vraiment la remobilisation du désir d'apprendre et de renouer avec les pairs, tout ça par un travail en groupe, dans un environnement qui reste et qui doit rester bienveillant. L'objectif est de rendre possible la reprise d'une scolarité, mais dans des conditions plus favorables. Le site de l'entre-deux accueille des jeunes du fondamental et du secondaire. Et il est né en 2007 face au constat que certains jeunes éprouvaient des difficultés à réintégrer leur école d'origine ou à aborder une nouvelle orientation scolaire après une hospitalisation due à une maladie ou à un accident. Et l'entre-deux peut se définir donc comme un lieu où tous œuvrent pour une réintégration scolaire de ces jeunes la plus efficace et réussie possible, en redonnant des repères plus scolaires, tout en leur offrant un cadre qui leur redonne confiance en leur potentialité dans les autres et dans l'école. Alors, avec l'évolution des demandes, l'entre-deux accueille aujourd'hui également des jeunes en situation de détresse psychique, mais qui expriment un grand attachement à la continuité de leur parcours scolaire. Maintenant, je vais vraiment donner la parole à mes collègues. Et je vais arrêter le partage d'écran pour laisser bien longtemps. Attends, parce que j'arrive pas à... Normalement, tu as une petite croix en haut à droite voilà. Du PowerPoint, mais voilà. Désolée. Voilà. Je vais partager à partir de mon PC la présentation de Anne. Donc, je repartage. En attendant, je tiens à préciser que
LF4, ce n'est pas un intrus, c'est la film équipe qui filme, en fait, qui enregistre. Oui. Donc voilà, ici je vais partager celui-ci et l'affichage, lire le diapo. Voilà. Je vais passer ça un peu plus simple. Voilà, bonjour à tous. Tout le monde m'entend? Oui. On m'entend, très bien. Donc, moi, j'ai mené un projet l'année passée, comment réengager les élèves dans le rapport au savoir, l'escape room de l'entre-deux. Donc, ça consiste en quoi? 4 profs, une petite vingtaine d'élèves, sur 8 séances réparties sur 1 an, avec un accompagnateur. Alors, tout d'abord, je voulais vous expliquer. Donc, un escape game, c'est quoi? Donc, un peu d'histoire pour commencer. L'escape game s'inspire en fait des jeux vidéo point and click. Donc, ça consiste à cliquer dans une salle virtuelle sur différents objets afin de résoudre des énigmes à l'aide d'indices. Et le premier point and click en grandeur nature a vu le jour au Japon en 2008 et depuis 2010, le concept a envahi le monde. Alors, c'est quoi exactement un escape game? C'est une sorte de jeu ou d'enquête qui se joue en équipe où l'on résout des énigmes en un temps limité pour s'échapper ou ouvrir un coffre, désamorcer une bombe ou désactiver un code. Ça, c'est selon ce qu'on veut. Alors, le maître mot dans l'organisation d'un tel projet, c'est fédérer. Donc, c'est une fédération avec les élèves autour d'un projet commun. Nous avons travaillé en partenariat avec la Scientothèque de l'ULB à Bruxelles et j'avais été mise en relation par ma direction avec ce partenariat-là. Avec eux, et on a décidé du thème de l'année, donc l'année dernière, c'était la création d'un escape game. Alors, tout a commencé par une première séance avec nos élèves. Pour les faire participer au mieux à ce projet, on a pensé à leur faire d'abord jouer ce jeu en classe. Donc, la Scientothèque est venue avec du matériel et pendant une matinée, on a fait un jeu avec des énigmes et les enfants, les élèves ont participé, aussi bien les grands que les petits, tous ensemble, à résoudre plusieurs énigmes. Tout cela a suscité l'intérêt et la volonté des élèves à participer au projet de l'année. Alors, pour concevoir un escape game, il y a plusieurs choses dont il fallait tenir compte, il y a plusieurs étapes et plusieurs moyens sont nécessaires pour y arriver. Donc, on a établi des objectifs, on a dû choisir une cible, choisir un scénario, construire des énigmes et puis quelquefois on a été confronté à des petites contraintes, mais vous allez voir que très vite, elles ont été surmontées. Alors, les objectifs, globalement, nous, notre objectif principal, c'était de faire une séance découverte avec quelques élèves et avec tous les élèves, pardon. Et cette séance découverte, c'était pour découvrir ensemble plusieurs thèmes à travers différentes matières. Donc, on a travaillé autrement aussi de manière pluridisciplinaire avec plusieurs professeurs de différentes disciplines. Donc, je vous ai dit en début qu'on était 4 professeurs. Donc, il y avait un professeur d'histoire géo, un professeur de maths, professeur de sciences et professeur de néerlandais. Tout ça pour favoriser la motivation grâce au jeu et la persévérance grâce aux enjeux. L'importance aussi de montrer l'essai-erreur était important aussi à soulever. On s'appuie également sur la collaboration et l'esprit d'équipe. Ça nous a donné comme objectif aussi de développer l'observation, améliorer la logique dans pas mal de situations de problèmes. On apprend aussi grâce à la construction de cet escape game à apprendre à communiquer et à s'organiser, très important aussi. Mais avant tout, c'était de sortir de la routine. Donc être à l'école, mais de sortir de la routine. Pour ça, ça marche très très bien, ce genre de projet. Alors, on a dû choisir les cibles. Donc, en début d'année, on s'est dit, tiens, on va construire donc ce jeu, cet escape game, mais on va le faire jouer à d'autres. Et d'abord, les élèves ont pensé, est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord jouer aux profs? Et puis, pourquoi pas entre élèves? Et au fur et à mesure de l'année, ça a évolué. Donc, en début de projet, on ne savait pas encore à qui on allait faire jouer le jeu. Mais au fur et à mesure de la construction et au fur et à mesure des séances, ça s'est clarifié.
Donc, à un moment, on pensait même le faire jouer à d'autres élèves de différents sites, différentes implantations. On a pensé même à faire jouer ce jeu à nos anciens élèves, ceux qui nous ont quittés en cours d'année, parce que certains élèves retournent dans leur école d'origine, ont participé en début de projet à construire des énigmes, mais ont quitté le projet en cours d'année parce qu'ils sont retournés dans leur école ou dans leur pays. Et puis, on a eu le Covid qui s'est invité à nous. Donc, ça ne nous a pas découragés. On a donc fait une petite interruption de 6 semaines et puis on a repris l'école en présentiel et ça nous a permis de terminer le projet. Et à ce moment-là, il a été décidé qu'on fasse jouer ce jeu. On a invité la famille de nos élèves pour respecter les bulles familiales et on a invité la direction. Et aujourd'hui, on se dit, tiens, que ce jeu pourra encore servir à d'autres élèves dans le futur. Alors ensuite, il a fallu rédiger un scénario. Ce scénario a été rédigé par nos élèves en collaborant ensemble. Alors, ce scénario se doit être motivant et intriguant. Pour créer un scénario, une histoire, il faut un message déclencheur et un but final. Et pour cela, on met différents moyens, différentes notions vont apparaître grâce à ce scénario. Et le fait de faire ce scénario avec les élèves, eh bien, les élèves se sentent complètement impliqués dans le projet. Vous allez voir un peu plus loin quel scénario ils ont décidé de faire. Ce sera au slide suivant. Donc, la scénarisation, c'est créer l'imaginaire par l'histoire et ça implique le sens à l'effort collectif vers un objectif commun. Et alors, les élèves ont le fait de créer leur histoire, ils sont du coup metteurs en scène d'objectifs d'apprentissage qu'on peut mettre en place aussi grâce à ça. Et les profs ont comme rôle d'être les facilitateurs. Donc, ce sont les scénaristes des contenus et des créations d'apprentissage. Alors, suite à la première séance où des élèves ont joué le jeu ensemble, on a eu une deuxième séance avec le brainstorming pour construire ce fameux scénario et pour déjà un petit peu avoir des idées de sorte d'énigmes que les jeunes voulaient mettre en place. Donc, grâce à la première séance où ils ont joué ce jeu, eh bien, plein d'idées sont sorties, des nouvelles idées aussi. Et donc, ce brainstorming-là que vous voyez a été fait par nos élèves durant une séance de cours. Et ça allait un petit peu dans tous les sens, mais c'était très porteur. Voilà le scénario trouvé par les élèves à la séance suivante. Donc, je peux toujours lire, mais c'est vraiment, ça venait vraiment 100% des élèves. Donc, des robots venus de l'espace arrivent sur Terre pour kidnapper des musiciens du groupe Queen afin de profiter de leur musique sur leur planète. Les membres d'une équipe de MMA, TFC, ont tenté de contrer les plans de tentative d'enlèvement des musiciens à l'aide d'un code de déprogrammation. Et ça, c'était le point de départ de la création du jeu Escape Game. Suite à ça, il a fallu rédiger des énigmes de toutes sortes. Alors, pour les énigmes, il faut des outils aussi pour créer des énigmes. Et on a plein d'outils qui sont à notre disposition. Vous pouvez trouver sur des sites internet très, très riches, mais qu'on peut construire par soi-même aussi en étant un peu créatif. Donc, nous, on a utilisé, par exemple, une petite lampe UV avec de l'encre invisible. On a utilisé le QR code. On a utilisé des coffres avec des cadenas de différents types. Il y a des cadenas à lettres, des cadenas à chiffres, des cadenas à mouvement aussi, que je ne connaissais pas, que j'ai connu grâce à tout ça. Alors, il y a aussi tout ce qui est codage. On a utilisé le codage et le petit robot Timio pour, voilà, en codant, en apportant du codage, on pouvait demander au Timio de dessiner, par exemple, un chiffre. On a utilisé des puzzles en 3D que les élèves ont construits avec des cubes. Ils ont rédigé un journal aussi dans lequel on pouvait trouver des indices. On a utilisé le parcours électrique que la Scientothèque a apporté. On a utilisé aussi des systèmes de cryptage, des mots à l'envers, des lettres mélangées, du hébreu, du morse. On a utilisé le timeline, enfin, il y a une multitude de possibilités. Alors, quels ont été nos obstacles ou nos freins? Donc, ce sont des obstacles qu'on a rencontrés et qu'on a essayé de surmonter. Ça ne nous a pas empêché de réaliser notre projet. Donc, au départ, on n'avait aucune expérience. Aucun des professeurs n'avait l'expérience dans ce domaine-là. Ça date d'il y a 18 mois, donc c'était tout nouveau pour nous. On a fait donc confiance à la Scientothèque pour se lancer dans ce projet-là. Ce qui était compliqué aussi, c'était notre groupe d'élèves qui était évolutif.
Donc, on a des élèves qui vont, qui viennent, qui ne sont pas toujours là, donc on est confronté à un peu d'absentéisme. Donc, certains élèves étaient absents à certaines séances, donc il fallait chaque fois mettre tout dans le contexte. Alors, on a aussi décidé d'inclure le fondamental, les plus jeunes, donc c'était pas un obstacle, enfin, on l'a surmonté parce qu'on les a vraiment inclus dans notre parcours, et donc c'était vraiment intéressant de travailler avec eux, même si ce n'était pas toujours évident à mettre en place. Ce qui n'est pas évident non plus, c'est de stocker le matériel, il faut de la place, il faut savoir bien gérer son temps. Et la difficulté aussi, c'est quand toutes les idées arrivaient et partaient dans tous les sens, il fallait rassembler les idées, et essayer de bien structurer tout ce qu'on voulait faire. Ensuite, voilà quelques pistes aussi pour surmonter. Donc, il fallait beaucoup de patience, s'adapter à notre public, à leurs demandes. Ce qui était intéressant, donc, c'est réunir les collègues dans le projet, vraiment être en partenariat entre collègues, très important, qu'ils soient tous aussi impliqués dans le projet. Bien répartir les tâches a été très utile aussi. Structurer au fur et à mesure toutes les idées. Et alors, rester bien flexible à l'écoute. Et ce qui a été très intéressant aussi, c'est de travailler avec Jennifer de la Scientothèque qui nous a apporté du matériel informatique, des astuces, leur expertise et toutes des sources de sites internet intéressants à consulter. Et tout cela permet à aider les élèves à se sentir valorisés dans ce projet, puisqu'on aboutit à la fin du compte à un résultat. C'est très motivant. Alors, l'impact sur les élèves, le fait d'avoir créé cet escape game ensemble, eh bien, ça aide à la relation prof-élève. Ça aide aussi, donc on en discutait justement ce matin avec M. Devos, donc la relation prof-élève, et ça augmente la motivation, ça éveille à la curiosité. On a aussi remarqué chez les élèves des dépassements de soi. Ils ont pu donc manipuler, s'amuser aussi en voyant quelques petits morceaux de matière. Ce qui est intéressant dans ces démarches-là, c'est de mettre les élèves eux-mêmes en recherche. Et donc, ils s'exercent en jouant, ils travaillent en équipe. Et puis, il y a une sorte d'émulation. Plus on approche de la fin de l'année, plus les élèves sont en affaires parce que ça commence à prendre forme. Alors, en quoi la création d'un escape room a-t-il participé à l'accrochage scolaire? Alors, pour ça, j'ai envie de vous répondre par les émotions. Pourquoi? Parce que tout au long de ce parcours, on a remarqué que les élèves ont été face à toutes sortes d'émotions. Ça peut passer par des émotions un peu plus négatives, dites de honte de ne pas arriver à résoudre les énigmes du voisin, parce qu'une fois qu'une énigme était préparée, on la faisait tester à notre groupe d'élèves pour voir si les consignes étaient bien dites, s'il ne manquait pas un indice. Et donc, il peut y avoir un petit peu de frustration de ne pas arriver à résoudre directement l'exercice, un peu de dégoût parfois, parce qu'on ne voit pas le bout, hein, comme c'est un travail sur une année, mais on a senti de l'intérêt, du plaisir, de la fierté quand on arrive à résoudre une énigme, de la jubilation aussi, et de l'espoir. Donc, toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont bénéfiques et participent à la mémorisation d'un souvenir et d'une expérience positive à long terme. Ces émotions sont facilitantes pour les processus cognitifs et donc aident aux apprentissages. Alors, les émotions peuvent aussi être néfastes, mais je ne vais pas me détailler là-dessus parce qu'on n'a pas eu d'émotions trop violentes, donc on n'a pas été trop confronté à ça. On a eu le plaisir d'avoir les effets bénéfiques des émotions. Alors voilà quelques photos pour illustrer ici. J'ai voulu rapidement illustrer l'enchaînement des énigmes, donc la structuration. Quand je vous disais que les idées partaient dans tous les sens, il fallait organiser et structurer les énigmes qui s'enchaînent les unes après les autres. Et voilà, ça c'était le jour J, quand la direction est venue jouer le jeu ainsi que la famille. On a pris quelques photos. Là, vous voyez la lampe UV qui est utilisée pour essayer de trouver l'encre invisible, le cube en 3D, des cadenas, le journal, on l'appelait l'escapade. Et voilà, peut-être quelques photos encore. Alors, j'ai mis des photos aussi en bas à gauche. C'est à la fin du jeu, quand les parents ont trouvé tous ensemble, avec les frères et sœurs et la direction, on est parvenu à désamorcer la bombe.
enfin, on a déprogrammé des petits robots. Et bien, suite à ça, tout le monde était content et on a fait un brainstorming tous ensemble à la fin, voilà, pour avoir un petit retour et c'était très positif, très riche. Donc, voilà encore quelques exemples d'énigmes qu'on peut utiliser, de la timeline, et voilà. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à mon collègue. Après. Merci Anne. Ouais. Bonjour à tous. Comme je l'avais dit, mon nom c'est Vincent Lescott. Et donc, je vais essayer de vous présenter je sais pas, on a 10 minutes, un projet qui date d'il y a plus de 10 ans maintenant. Alors moi, ça fait à peu près une grosse dizaine d'années que je suis à l'école Escale. Et donc, j'ai démarré ce projet radio dans ses origines, dans une école traditionnelle, une école générale à Charleroi, à l'école P10, qui était une école déjà et qui est toujours assez avant-gardiste, avec une pédagogie relativement active. Et donc, j'étais en charge en fait d'une animation les mercredis et cette idée de faire de la radio m'est venue purement par passion, parce que j'adorais en fait ce média. En tout cas, j'adorais l'écouter. J'adorais écouter la radio. Et je me suis dit, dans le fond, on va tester quelque chose. Je vais acheter un petit micro. Alors maintenant, il existe des tout petits micros que vous pouvez trouver sur le marché qui enregistrent et qui font à peu près tout le travail de ce que vous pourriez faire avec une grosse table de mix. Et donc, j'ai animé en fait cet atelier pendant 2 ans avec des étudiants de Réto. Et donc là, l'idée de cette radio, c'était pour rejoindre un petit peu ce que Bernard de Vos disait tout à l'heure, c'est créer en fait un climat, un chouette climat entre profs, élèves, et essayer au maximum de décloisonner, de créer du décloisonnement dans cette école. Et donc, ils ont très vite pris les choses en main. Et donc, l'idée, c'était d'aller dans les différents ateliers, d'aller questionner les enseignants sur les différents projets qui étaient menés dans l'école. Et donc, pendant 2 ans, ils ont été de véritables petits journalistes qui enregistraient toutes sortes de choses, d'événements. Et donc, du coup, cette radio passait, alors c'était assez original, au sein même de l'école. Donc, on a réussi à remettre en place tout le système audio de l'école. Et donc, les émissions passaient en direct pendant les plages de récré. Voilà, le son n'était pas toujours super idéal, mais en tout cas, ça permettait vraiment de créer une super ambiance. Et on s'est rendu compte que sur ces 2 années, le projet a eu vraiment un impact très, très intéressant et a résonné beaucoup au sein de cette école et a permis énormément de choses au niveau participatif, au niveau décloisonnement. Voilà. Donc, du coup, après, je suis arrivé à l'école Escale avec un tout autre public. Alors, je ne vais pas refaire un résumé de ce que Sylvia a pu faire, du type de public que nous avons, mais évidemment, j'ai dû adapter cet atelier puisque à l'Entrelien, on a affaire à des ados à l'arrêt, coincés, psychiquement, voilà, assez atteints, certains en tout cas. Et donc, il fallait réadapter cet atelier radio à ce type de public. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec un permanent qui travaillait à ce moment-là au CTHA, qui est une autre structure. Il m'a permis en fait d'adapter cet outil à ce type de public. Et du coup, on a essayé très vite de créer. L'idée centrale, c'était pas de refaire de la radio comme on a tendance à l'entendre habituellement sur les chaînes lambda. Les adolescents et les adultes en général, leur représentation de la radio, c'est
un journaliste qui présente des chroniques ou c'est des playlists musicales, alors qu'en fait, la radio présente un foisonnement de créations sonores assez gigantesques. Et aujourd'hui, si vous êtes un peu sensible au son, ben, il y a tout l'avènement du podcast qui permet, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter ce qui se fait, mais donc on trouve des fictions sonores, on trouve des documentaires, donc il y a des tas de créations. Et donc c'est ce qu'on a essayé très vite d'injecter dans notre projet, c'est essayer de créer avec eux des, des nouvelles narrations, des nouvelles manières d'aborder la radio. Et du coup, voilà, on a réalisé très vite des fictions. Donc, on était très intéressés par tout ce champ de création. Et donc, les fictions, il faut savoir que ça existait bien avant la télé. Alors, ça les amuse beaucoup quand on leur parle de ça. On leur fait eux aussi beaucoup écouter de créations sonores, y compris de très vieilles créations qui existaient donc justement avant l'apparition de la télévision. Et ils sont souvent très impressionnés par la manière dont ils sont conduits parce que ces histoires sonores, on peut aller très très loin dans l'imaginaire. Alors on a créé avec eux des histoires complètement dingues qui se passent dans l'espace, qui se passent à une autre époque. Et ils se rendent compte très vite que grâce à la radio et justement à l'absence d'images, on peut aller beaucoup plus loin dans la créativité. Voilà, on peut très vite créer une ambiance, on se retrouve dans un vaisseau spatial et que ça soit très crédible en fait. Donc, on est parti très vite donc sur cette idée de fiction. Et puis petit à petit, on est arrivé sur des schémas un peu plus classiques, le schéma du débat. Et donc, on s'est rendu compte aussi que c'était hyper important de pouvoir donner la parole à des jeunes, et notamment ici, peut-être plus qu'ailleurs. Ces jeunes se voient souvent, ils ne s'autorisent pas à partager leurs émotions, ce qu'ils pensent. Et donc, très vite, l'espace débat était une évidence pour nous. Et on a très vite senti que ça amenait énormément de choses très positives au sein à la fois de l'entrelien, donc de l'espace scolaire. Et après coup, beaucoup de jeunes sont revenus aussi en nous disant que ben, cette participation à tel ou tel débat ou telle rencontre ben, leur avait produit chez eux des effets extrêmement positifs. Donc, voilà, c'est très compliqué j'aimerais bien avoir assez rapidement vos questions. C'est très difficile, en fait, de résumer autant d'années de production et de réalisation. Une question qui vient souvent au niveau des enseignants, une question pratique, c'est oui, mais c'est compliqué la radio parce qu'il faut il y a des modalités techniques et des compétences de montage, etc., qu'il faut maîtriser. Et là, souvent, ben, on fait d'ailleurs des formations, on en a déjà fait quelques-unes, on aimerait bien en faire un peu plus, où on montre aux enseignants en une journée qu'il est tout à fait possible de créer des capsules sonores de 2-3 minutes avec des jeunes, y compris en incluant le montage, et que en fait c'est assez simple. Il faut juste un micro et voilà, et avoir des idées quoi. En termes de formation, effectivement, il existe des formations à Bruxelles au niveau radiophonique. Ça, je pourrais vous les fournir aussi, mais ça ne foisonne pas, donc il n'y a pas énormément de possibilités de se former. Et donc, du coup, ben, moi, je me suis formé sur le tas, essentiellement en écoutant beaucoup de productions, en essayant de reproduire ce qu'on écoute. Avec les jeunes, on travaille beaucoup comme ça aussi. On leur fait écouter, par exemple, sur l'exemple des fictions, on leur fait écouter la fiction. Ils essaient d'abord de pouvoir
trouver dans cette fiction ce qui se passe, ce qu'on entend, comment c'est construit, et on essaie souvent de reproduire avec eux tel ou tel type de fiction. Donc voilà, il faut y aller à tâtons, en tentant beaucoup d'expériences, mais voilà, normalement, il y a un fichier PDF que j'ai envoyé et que vous verrez visuellement. Je ne sais pas, Julie, si tu l'avais reçu. Mais donc, il figure en fait les différents liens sur lesquels vous pouvez écouter nos productions. Je crois que c'est la meilleure façon en fait de se faire une idée des différentes créations. Alors, notre site original, c'est radioclash.be. Donc là, vous pouvez entendre toutes nos productions. Et donc là, c'est juste un Mixcloud que vous pouvez créer aussi très facilement et intégrer vos différents fichiers sonores sur ce Mixcloud. On est diffusé sur Radio Panique, voilà, .org, et vous tapez Radio Clash et vous pouvez aussi écouter nos émissions tous les premiers mardis du mois. Et il y a également Louise Radio, qui est une radio de Louvain-la-Neuve, basée à Louvain-la-Neuve, sur lequel nos émissions sont actuellement diffusées. Et alors, pour revenir peut-être sur le champ plus citoyen, ben, évidemment, faire de la radio, ben, ça permet plein de rencontres. Des rencontres d'abord avec soi-même, puisque du coup, quand on fait des débats, par exemple, ben, on est confronté aux idées des autres, mais du coup, on est confronté à ses propres représentations du monde. Et donc, évidemment, l'outil radio permet une rencontre avec soi-même et avec ses pairs, donc les autres jeunes autour de soi. Et donc, au niveau de sa construction identitaire à l'adolescence, évidemment, un moment très, très important et majeur de pouvoir rencontrer les autres. Et alors, évidemment, on a un gros axe de travail sur Radio Clash autour de la rencontre extérieure. Donc, on essaie au maximum de sortir des murs de l'école et d'aller à la rencontre d'acteurs qui font vivre la citoyenneté, le monde. Et donc, on a plein d'exemples à foison, comme par exemple la rencontre avec un berger urbain. J'aurais bien voulu vous faire écouter des choses, mais voilà, un berger urbain à Bruxelles qui vit avec ses moutons au plein cœur de Bruxelles. Et donc, ça, c'était dans un débat consacré au retour à la terre. On a rencontré aussi une chance incroyable, un mamo de Colombie qui était de visite, de passage à Bruxelles et qui est venu nous parler de son peuple indigène. Donc, c'était une rencontre assez magistrale à l'école. Vous imaginez, il est arrivé avec son habit, enfin lui il est habillé comme ça, mais traditionnel. Il a passé plus de 2 heures avec les jeunes, tout ça a été enregistré. On a fait actuellement, enfin très récemment, un débat justement sur la situation du Covid où on a invité un avocat spécial, un philosophe du droit qui est venu nous parler de la restriction des libertés. Voilà, il y a moult exemples. On a pratiquement 40 productions de 60 minutes, donc il y a vraiment de quoi écouter et vous nourrir des différentes expériences. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour, mais on pourrait en parler pendant des heures, puisqu'on fait des formations d'une journée. Donc, voilà, c'est un petit peu difficile de présenter ça en 10 petites minutes. Merci Vincent. Si les présentations sont finies, alors j'envoie le message pour dire qu'ils peuvent couper l'enregistrement. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, un premier tour de réaction peut-être? Oui, voilà, je peux parler? Enfin, vas-y,